Bonjour, bonjour à tous, bonjour à nos intervenants, bonjour à tous les participants à cette conférence. Donc, nous nous retrouvons ce soir à l'IRIS, alors pas encore pour de vrai, mais ça ne saurait tarder, mais nous nous retrouvons pour échanger sur un sujet extrêmement important et en plus, on n'a pas choisi la date exprès pour cette conférence. Il se trouve que ça tombe quand même très très bien à la veille d'un sommet du G7 qui va aborder, parmi tous les sujets qu'il va aborder, cette question de l'économie responsable et de la responsabilisation, excusez-moi, de nos économies. Le sujet que nous souhaitions aborder ce soir, économie responsable, quels enjeux pour nos sociétés. Alors, cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre du programme Géopolitique et entreprises qui est porté par l'IRIS et qui vise à réfléchir à tout ce que les enjeux géopolitiques ont comme implication pour les entreprises. Et la question de la responsabilité est une question qui est au cœur de ce programme. Et cette visioconférence est la toute première visioconférence d'un cycle que nous avons souhaité lancer sur l'économie responsable dans la géopolitique contemporaine. Alors, je tiens à remercier Patrick Dumière, qui est directeur académique de la Masterclass 21 de Centrale Supélec et qui est aussi enseignant à Sciences Po parce que il porte ce projet, ce cycle de conférences à mes côtés et nous collaborons étroitement à toute cette réflexion en vue d'un séminaire d'études que nous espérons pouvoir lancer à la rentrée sur tous ces sujets et qui cherche en fait à créer une compétence d'expert autour de cette approche de la responsabilité des entreprises et de l'économie responsable. Donc merci Patrick, je sais que vous nous écoutez. Et je suis ravie que nous travaillions ensemble sur ces thématiques passionnantes. Alors, je remercie également nos 4 intervenants ce soir que je vais présenter. Donc, à commencer par Monsieur Ahmad Ba. Vous êtes administrateur de la plateforme Credo, le réseau social engagé, et membre de l'Académie durable internationale. Je remercie aussi Jean-Joseph Boileau. Jean-Joseph qui est économiste, mais qui est aussi chercheur associé à l'IRIS, donc qui a l'habitude de nos conférences, de nos locaux, et qui vient de publier, Jean-Joseph, et on y reviendra tout à l'heure, un ouvrage chez Odile Jacob qui s'appelle Utopie Made in Monde. Ah, bravo, tout prévu, Jean-Joseph, pour la promotion. Merci à Geneviève Ferron-Creuset. Geneviève, vous êtes cofondatrice de Profil, entreprise de conseil et recherche, et présidente du cabinet de conseil Casabi. Vous venez de publier début mai une note de veille sur mesurer l'information extra-financière, une étape pour l'entreprise disponible sur le site de Futurib. J'en profite pour signaler que nous avons mis à disposition de toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont connectées aujourd'hui les liens Internet vers les diverses publications dont nous allons parler ce soir et que nous allons aborder ce soir. Et je remercie enfin Marc Fleurbet. Vous êtes directeur au CNRS, professeur à l'École d'économie de Paris et professeur attaché à l'ENS. Et vous avez récemment publié un manifeste pour le progrès social, une meilleure société est possible, aux éditions de La Découverte. Donc, merci à vous 4. Je le disais en introduction et pour démarrer, je vais pas faire une introduction trop longue parce que nous avons beaucoup de choses à échanger, beaucoup de choses à nous dire. Nous semblons être aujourd'hui dans un monde qui change, peut-être plus vite que prévu. Alors même que c'est assez amusant, je trouve, que plus personne n'ose utiliser le terme qui était souvent employé il y a 1 an de ça, juste après le confinement, ce vocable du monde d'après. Et c'est vrai que ce nouveau monde dans lequel nous entrons après quasiment 18 mois de pandémie, questionne plus que jamais la responsabilité de l'économie et presque, en tout cas c'est sur cette posture que se sont positionnés les États-Unis qui sont beaucoup plus récents probablement que les Européens sur ce sujet, presque comme un enjeu vital avec l'idée de sauver nos démocraties, sauver leur modèle social. Alors on n'est pas encore tout à fait au siècle des Lumières, mais nous sommes, somme toute, pour la première fois dans l'histoire de notre humanité,
à un moment crucial, et à un moment crucial pour la première fois, au moins à plusieurs titres. Et puis, il y a d'autres dossiers qui évoluent et qui ont été accélérés, d'autres tendances qui ont été accélérées par cette pandémie. Les trois éléments que j'avais notés, j'avais identifiés comme véritablement novateurs d'une nouvelle période, enfin, en tout cas, c'est à souhaiter, c'est que c'est la première fois que, dans l'histoire de notre humanité, que la plupart des dirigeants politiques des pays ont fait le choix de la santé sur l'économie dans le cadre de cette pandémie. C'est aussi l'une des premières fois que la question est posée de la levée des brevets pharma. Alors, ce n'est pas tout à fait la première fois, ce n'est pas vrai, mais sauf que c'est probablement la première fois que la demande vient d'un grand pays comme le sont les États-Unis, et surtout d'un pays qui abrite des entreprises pharma et dont on pourrait imaginer qu'il n'y a pas un grand intérêt à ce que ces brevets soient levés. Et je pense que nous y reviendrons. Et c'est aussi la première fois que ces grands pays dits économie avancée par les grandes organisations internationales s'engage vers une harmonisation fiscale. Alors, on peut discuter de l'ambition de cette harmonisation fiscale, mais sans doute un pas est franchi vers non plus une concurrence fiscale, mais la volonté d'imposer de manière cohérente et coordonnée une fiscalité à peu près harmonisée, à peu près similaire à toutes les entreprises. Et donc, je crois qu'on y reviendra, mais on peut considérer que tout cela est significatif. Et en même temps, on est dans un contexte où on a vu la lutte contre le changement climatique s'intensifier, le devoir de vigilance se propager, et même la lutte contre les inégalités devenir enfin un enjeu autour du concept de salaire décent d'une part, mais aussi avec un espoir que la théorie du ruissellement soit vite oubliée. Donc, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis semblent, une fois n'est pas coutume, devenir des moteurs de ce mouvement d'économie responsable. Ils l'ont d'ailleurs inscrit dans leur rivalité avec la Chine. Je crois que cette rivalité avec la Chine, jugée régime totalitaire aux États-Unis, est un élément extrêmement intéressant parce qu'il donne une certaine crédibilité à la volonté des États-Unis d'avancer dans cette direction. Alors, les Européens étaient plutôt en avance sur ces sujets il y a quelques mois, et ils ne sont pas en reste sur tous ces sujets, mais je crois que les Européens devront tout de même régler un certain nombre de contradictions. Je n'en citerai qu'une, celle des paradis fiscaux européens, qui reste encore en suspens, et ça fait un certain temps depuis. Alors, la question qu'on a souhaité poser ce soir, c'est et les autres, qu'attendent les citoyens, qu'attendent nos sociétés de cette économie responsable. Et je vais tout de suite céder la parole à Geneviève Ferron. Je cite une toute petite phrase de l'introduction du papier que vous nous avez proposé pour préparer cette conférence et que nous avons mis à disposition des participants à cette conférence. Vous dites non, l'entreprise à mission ne vise pas à moraliser le capitalisme et à minimiser la performance. Vous vous dites aussi intéressé par le capitalisme des parties prenantes. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, bonjour. Bonjour et désolée de ne pas apparaître à l'écran parce que je suis dans un endroit qui est encore, on va dire, préservé peut-être de la pollution numérique. Alors, répondre à votre question, le prisme de l'entreprise à mission, je l'ai choisi parce que c'est quand même aussi inédit dans le paysage de la responsabilité sociale qui, de mon point de vue, n'avait pas connu une étape décisive. Alors, je parle depuis la France, mais même on peut extrapoler une étape aussi décisive depuis, par exemple, en France, la loi NRE qui a été votée en 2001, qui avait organisé les premiers reportings socio-environnementaux. Et ça avait déjà été une première en Europe. Il faut juste se rendre compte qu'il y a 20 ans, tout simplement, les entreprises ne publiaient pas des données sociales environnementales et la notion de partie prenante, même si elle avait été défrichée depuis les années 80 par Freeman, c'était une notion qui restait relativement abstraite et qui s'interprétait plutôt dans la volonté de gérer ses externalités, de minimiser ses risques, d'avoir quand même une attention altruiste, mais il n'y avait pas une volonté de rentrer ces sujets comment revoir complètement nos process de création et de partage de la valeur, comment
comment les revoir à tel point qu'on en fait un sujet de gouvernance. Et le droit permet de donner un cadre juridique qui protège cette articulation entre concilier performance dans un cadre lucratif, mais mettre cette performance au service d'une contribution au bien commun, bien sûr dans un champ d'expression qui est libre. Il ne s'agit pas de réglementer cette contribution, c'est-à-dire de laisser au contraire aux entreprises et surtout à leur conseil d'administration la possibilité de mettre en place une stratégie de contribution au bien commun en recherchant l'excellence opérationnelle, mais en impliquant l'intégralité des parties prenantes, puisque dans ce monde qui est devenu extrêmement complexe, volatile, et vous l'avez très bien dit en introduction, on comprend bien que les leviers traditionnels de création de valeur qui sont dans des horizons de court terme et qui donnent une asymétrie très forte à l'actionnaire, on voit bien que ce modèle d'entreprise est obsolète, qui ne nous permettra pas d'appréhender ces enjeux et notamment qu'il ne donnera, c'est même pas une question morale, c'est ce que j'ai voulu dire, j'avais dit que c'était voilà, ceux qui détenaient le capital, c'était moins bien que par rapport à ceux qui apportent leur force de travail. On a dépassé, à mon avis, ce biais idéologique, c'est que c'est tout simplement bienvenue au XXIe siècle, c'est que le législateur reconnaît que maintenant créer une entreprise, eh bien, ça suppose de nouveaux prérequis et que ces prérequis supposent de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Et ça, on voit que ça apparaît aux États-Unis avec ce statut des Benefit Corporations, ça vient également en France avec le statut d'entreprise à mission, mais c'est quelque chose qui affleure dans les différents droits nationaux et dans les droits positifs. C'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, ça s'inscrit dans le droit positif. Et donc, on a toujours la liberté d'entreprendre, mais cette liberté d'entreprendre, elle doit maintenant tenir compte des limites planétaires et des fondamentaux sociaux, parce que la puissance créatrice de l'entreprise est telle qu'il y a un besoin je dirais pas de régulation, mais d'encadrement de cette puissance créatrice au service des enjeux qui sont, comme vous l'avez dit, parfaitement inédits. Et dans cette approche-là, le capitalisme de partie prenante, il prend aussi une dynamique particulière. C'est pas moral, c'est tout simplement parce que c'est complexe, on a besoin de mobiliser toutes les forces de progrès, de créativité et d'intelligence, et que forcément, si on permet à toutes les parties prenantes d'accéder par l'alignement de nos process dans un cadre de cohérence, d'accéder à une possibilité de créer la valeur, mais non seulement de la créer, mais de la partager, on arrivera à un monde plus viable, plus équitable, et donc les entreprises, in fine, seront plus performantes. Mais c'est là où on se heurte, et j'en terminerai par là, on se heurte à quand même une difficulté qui n'est pas levée, c'est que pour l'instant, tous nos outils de navigation, et je dirais presque tout notre imaginaire, reste quand même sur 200 ans d'une appréciation de la croissance qui est uniquement appréhendée, on l'a bien dit, et Marc Carnet l'a très bien dit sur la tragédie des horizons, on est dans une appréciation de la croissance qui est finalement assez paresseuse. On est incapable de rendre compte de mécanismes de création de valeur au-delà du champ financier. Donc, on est incapable de prendre en compte la destruction, la création ou l'amélioration d'un capital humain, environnemental, etc. Alors qu'on sait bien que ces sujets-là sont des questions de survie même de notre civilisation. Donc, on a des outils qui sont très pauvres. Et on a des cadres réglementaires qui sont très peu contraignants. Je rappelle qu'on n'a pas de taxe carbone encore, et alors qu'on a besoin d'une taxe carbone croissante et avec de la visibilité pour que les acteurs s'engagent. On a des acteurs financiers qui commencent à bouger, mais quand on regarde les portefeuilles d'investissement, notamment en gestion passive, et notamment le portefeuille de gestion du plus grand fonds de gestion du monde, qui est BlackRock, qui est une gestion indicielle, qui reproduit des indices, et ben on se dit qu'en fait, c'est des trajectoires qui sont plutôt à 4 degrés. Donc, on voit bien qu'il y a encore une marche énorme. Donc, le capitalisme des parties prenantes est une façon de dire, attention, l'intérêt élargi de l'actionnaire, c'est de prendre en considération les parties prenantes parce que la complexité, la difficulté, le besoin impératif d'innover doit nous rendre tous plus solidaires. Donc, il faut repenser même la façon dont on conçoit le rôle de l'entreprise. Et l'entreprise, elle ne peut pas être autrement que responsable par rapport à cet impératif de solidarité et d'innovation.
Et le droit, donc, comme je l'ai dit, vient maintenant donner un cadre performatif en France, parce que l'entreprise émission, c'est un cadre performatif qui permet d'aligner des processus et des ressources dans une transformation positive. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant, mais on observe que cette tendance est une tendance mondiale, avec quand même des réserves, et j'en finirai par là. C'est que si les Européens ont d'une certaine façon, ont de façon native un socle culturel qui les porte à intégrer ce capitalisme des parties prenantes et finalement qui en ont fait énormément, on voit que les Américains ont un petit peu inventé ce concept-là et sont en train, via le travail dans les groupes de travail sur notamment les nouvelles normes comptables, les IFRS, on voit que les anglo-saxons et les Américains sont vraiment à la manœuvre et que c'est assez... Enfin, on se rend compte qu'il y a un sujet de souveraineté, de légitimité, et qui va dire la norme de demain, qui va donner la clé de lecture de ce qui a de la valeur ou ce qui n'en a pas à travers ces prismes sociaux, environnementaux, culturels, etc. Et là, si les Européens ne se ressaisissent pas, à supposer que ce soit de leur ressort et que ce soit pour eux un projet, il y a des fortes chances effectivement que les Américains, avec le retour de Biden, soient en capacité de dire ce qui demain compte et compte vraiment et comment on va le compter. Et on voit bien que derrière, il y a des enjeux absolument monstrueux de redirection de modèles d'affaires et de redirection de flux financiers. Et donc, c'est vertigineux, en même temps, c'est extrêmement exaltant. Et on est à ce moment-là, qui est un moment unique dans l'histoire. Et avec des... Merci beaucoup Geneviève, et je compléterai dans le cas d'un leadership américain avec des enjeux, on l'a vu sur d'autres sujets, également de leadership et géopolitique, très clairement. L'affirmation de l'Europe et de l'Union européenne et des pays européens passera probablement par là. Alors moi, je retiens effectivement que ce n'est pas une question morale. Je pense que c'est important de le dire parce que souvent on regarde ça un petit peu comme les bien-pensants qui veulent imposer ces choses-là. Vous avez parlé de la complexité et de la nécessité d'aller vers un monde plus fiable, mais je crois que, et je rejoins ce que vous disiez également ensuite, c'est une question de survie aujourd'hui. C'est une question de survie, et donc pas seulement pour permettre des entreprises plus performantes, mais pour permettre en fait à un système de continuer à fonctionner. Et ce que vous avez souligné qui est intéressant, c'est finalement la difficulté qu'on a. Alors moi, je suis économiste et on le voit très bien aussi dans la macroéconomie, hein, la difficulté à sortir des indicateurs financiers pour exprimer la croissance, pour exprimer le développement. Et donc, vous l'avez exprimé pour les entreprises et la difficulté à mesurer autre chose que des données financières. Et justement, j'ai envie de me tourner vers Marc Fleurbaix, cette difficulté, pour évoquer avec lui cette difficulté que rencontre le monde des affaires à se réformer. Pourquoi la valeur pour l'actionnaire a-t-elle longtemps dominé le jeu et est-elle encore aujourd'hui très difficile à dépasser? Quels sont les bénéfices sociétaux d'une démocratisation de la gouvernance des entreprises? Ce sont un peu les questions que j'aimerais vous poser, monsieur Fleurbaix. Oui, merci. Merci de l'invitation aux organisateurs. Effectivement, c'est une question centrale et on peut à la fois être optimiste du fait que beaucoup de questions sont remises sur la table, et je crois qu'il faut être réaliste et peut-être un peu pessimiste à propos des blocages et des obstacles qui ne vont pas manquer de se dresser. Et effectivement, euh, j'ai envie de parler un petit peu pour parler de ces obstacles. Je pense qu'il y a vraiment des tendances structurelles lourdes dans l'économie qui rendent difficile l'évolution du milieu des affaires et des entreprises. Euh, et en particulier, il y a peut-être aussi un peu un péché des économistes qui façonnent un petit peu la façon dont on voit les choses. En économie, on parle beaucoup de concurrence pure et parfaite, et je dois vous avouer que je n'arrive jamais à me souvenir de ce que signifie pur et parfait, quelle est la distinction entre les deux, mais peu importe. L'idée, c'est que c'est une situation où finalement chaque acteur individuel n'a pas de pouvoir de marché. Et les économistes ont montré que cette situation de concurrence pure et parfaite avait de grandes vertus et permettait véritablement finalement de satisfaire tout le monde. Et on peut le comprendre puisque, par exemple, si on pense au personnel d'une entreprise, aux salariés, ils deviennent dans une situation de concurrence pure et parfaite, vraiment relativement indépendants de ce qui se passe dans l'entreprise, puisque leur situation est garantie par le salaire du marché,
et ils peuvent toujours trouver du travail quand ils le souhaitent, etc. Donc, pas de problème de chômage. Donc, il y a énormément de vertus à la concurrence pure et parfaite. Et donc, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais je parle de cela parce que je pense que ça façonne beaucoup la façon dont les responsables de l'économie voient les choses, et en particulier, ça donne à penser que plus de concurrence est toujours une bonne chose. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi je parle de ça en réponse à votre question. En réalité, la concurrence a deux facettes. Il y a une facette qui est positive, qui est bonne pour la société, c'est au fond la promotion de la performance, la possibilité à ceux qui sont plus efficaces, qui ont des innovations plus intéressantes pour la société ou plus performantes pour la productivité, de prendre le dessus et d'affirmer leur supériorité. Ça, c'est la facette positive. Il y a une facette négative qu'on retrouve dans toutes les compétitions, y compris dans le Tour de France, où il est bien difficile de gagner le Tour de France sans se doper, vous le savez. Et donc, en économie, c'est pareil. Il est très difficile d'être fort dans la concurrence, dans la compétition économique, si on est vertueux et si on est plus vertueux que les autres. Et c'est particulièrement vrai en matière d'externalité, mais c'est vrai aussi en matière de relations avec les parties prenantes. Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a une pression économique énorme pour essayer d'externaliser, et c'est vrai de toutes les organisations, d'ailleurs pas seulement les entreprises, mais c'est très vrai dans les entreprises, une pression énorme pour externaliser au maximum tous les coûts que l'organisation a sur le reste de la société. Mais ça n'est pas forcément... Donc, on parle beaucoup en ce moment d'évasion fiscale, donc il y a énormément de choses de ce genre-là, mais même des choses qui semblent être des règles de bonne gestion, par exemple, embaucher de préférence des gens qui ont de l'expérience. Voilà une règle de bonne gestion. Mais c'est une règle qui n'est pas soutenable si tout le monde fait cela. À long terme, ça veut dire que personne n'aura jamais d'expérience, parce que c'est impossible de trouver du travail quand on n'a pas d'expérience. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qui poussent à des règles de gestion qui sont finalement mauvaises pour la société, même si elles paraissent bonnes à première vue pour l'organisation prise de façon isolée. Et donc, on se retrouve avec l'affaire Faber, où une entreprise qui affiche une volonté très forte de prendre une direction responsable, d'entreprise à mission, etc., se retrouve clouée au pilori. Pourquoi? Parce qu'elle fait 2% de rendement de moins que d'autres entreprises dans le secteur qui, elles, reconnaissent, enfin découvrent petit à petit que la plupart de leurs produits sont mauvais pour la santé. Donc, on voit toutes ces nouvelles qui apparaissent dans les journaux au même moment. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, qu'il faut être réaliste. Je suis tout à fait d'accord avec Geneviève Ferron sur l'intérêt des parties prenantes et de la perspective des parties prenantes. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je ne sais pas trop combien de temps je dois prendre. Mais ce que je voulais peut-être dire rapidement, c'est que les recherches que j'ai commencées sur le sujet m'ont amené à réaliser de façon un peu inattendue que finalement, on pouvait définir une gestion au service des parties prenantes, par exemple en raisonnant en termes de valeur, de la totalité de la valeur pour les parties prenantes. En fait, on peut définir des règles de gestion qui sont relativement claires et qui consistent à ne pas utiliser son pouvoir de marché et à intégrer une taxation interne si elle n'est pas faite par l'État, par exemple une taxe carbone, des choses comme ça, l'intégrer dans ses calculs et l'intégrer pour prendre des décisions d'investissement. C'est-à-dire qu'on va se refuser à investir dans un nouvel établissement ou un nouveau secteur si le profit calculé à partir de ces corrections pour l'ensemble des externalités, si le profit est négatif. Donc, mais ça signifie que finalement, des règles de gestion qui tournent encore autour du profit, mais d'un profit calculé de façon responsable, peuvent servir à poursuivre un but qui est celui de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, je trouve ça assez surprenant, mais finalement, les indicateurs financiers, si on les corrige suffisamment, peuvent encore avoir leur utilité. Et donc, vous me tendiez la perche sur la question des bénéfices sociaux plus larges. Effectivement, il y a des questions de gouvernance qui vont avec cela. On ne peut pas, pour les raisons que je viens d'expliquer à propos de la pression de la concurrence, on ne peut pas espérer que les entreprises spontanément se mettent toutes du jour au lendemain à adopter un comportement responsable et à servir l'ensemble des parties prenantes. Donc, on a besoin de contrôle. Alors, on a besoin de réglementation, on a besoin d'encadrement, comme disait Geneviève Ferron. Donc, la puissance publique a son rôle à jouer.
Mais on a besoin effectivement de changements de gouvernance. On a besoin que les parties prenantes jouent leur rôle de contrôle de ce qui se fait et de rectification des déviations par rapport aux règles de gestion responsable. Et en plus de ça, il y a des bénéfices sociaux énormes à l'accroissement de l'autonomie des parties prenantes, et notamment des salariés, à la prise en compte de leur voix, des bénéfices qui ont à voir avec la reconnaissance, avec le sentiment de dignité, avec la capacité de se sentir en responsabilité. C'est tout un changement différent qui fait que les différents acteurs de l'économie deviennent en quelque sorte des citoyens aussi dans l'économie et pas seulement dans la sphère politique. On a un décalage finalement énorme, assez anachronique, entre le manque de démocratie dans l'économie et les valeurs, la prégnance des valeurs démocratiques dans la sphère politique. Donc il est temps de démocratiser l'économie et l'approche des parties prenantes, je pense, est une bonne façon d'aller dans cette direction-là. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels j'aimerais revenir, mais autant que ça revienne dans la discussion. Merci. Merci beaucoup, Marc. Et effectivement, on reviendra sur cette question des parties prenantes. Et j'aimerais vous interroger, et je le ferai tout à l'heure, mais on va d'abord faire un tour d'horizon sur la question des acteurs financiers, parce qu'on a vu dans la lutte contre le changement climatique, on les a vus se positionner un petit peu sur le social aussi ces derniers mois. Et la question étant de se demander comment on peut interpréter cet engagement. Est-ce que ce sont des paroles ou est-ce qu'il y a aussi de véritables changements dans leur choix d'investissement? Alors, je vais me tourner à présent vers Jean-Joseph Boileau. On a parfois l'impression, quand on regarde les enjeux et les défis qui sont directement connectés en fait avec cette responsabilisation de l'économie, avec cette montée en puissance d'une économie responsable, on est parfois un petit peu déprimé, et vous le disiez, hein, Marc, au début de votre propos, parce qu'on a l'impression que la montagne, il y a une montagne derrière vous, ça m'inspire, est quelque peu insurmontable et que le chemin va être très très long et semé d'embûches. Au fond, est-ce que c'est une utopie, Jean-Joseph, pour reprendre le titre de ton ouvrage, est-ce que c'est une utopie, cette économie responsable? Et je cite peut-être une phrase de la présentation de ton ouvrage par ton éditeur: et si l'utopie du XXIe siècle était tout simplement celle de la sagesse? Et si l'économie devenait elle-même sage? Alors, je te laisse répondre à cette question. Oui, c'est gentil parce que sur la responsabilité d'entreprise, j'ai beaucoup plus à apprendre des uns et des autres. J'ai lu les documents, notamment ce texte remarquable de Dumière qui utilise le mot utopie. Et donc j'ai compris pourquoi il avait fait un lien entre Boileau, son bouquin, et utopie. Alors, pour répondre à ta question, ce petit dessin, oui, je fais la promotion parce que moi je vis de mon travail et des ventes de mes livres. Ce petit dessin de couverture qui a été remarquablement choisi par l'équipe d'Odile Jacob, c'est, tu vois, c'est quoi? C'est un paysan tout seul, face au monde. C'est ça un peu l'utopie. Oui, on a l'impression qu'il faut soulever des montagnes, et c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai eu un temps dans ma tendre jeunesse travailler pour la CFDT en particulier dans des cadres de formation, et on parlait déjà depuis les années du choc pétrolier 74-80 de changer un peu le capitalisme. Bon. Il faut une dose de courage, de patience, et faut-il ne pas y croire? En fait, c'est ça la vraie question. Et ce que j'ai voulu faire dans cette recherche, qui est plutôt à l'échelle du monde, donc je n'ai pas vraiment travaillé sur la France ou sur l'Europe en particulier, c'est prendre du recul précisément pour savoir s'il fallait désespérer ou ne pas désespérer. Et ça m'amène à une petite phrase qu'on retrouve dans ce livre, qui est celle de Keynes. On parle tous du keynésianisme. Et je me suis aperçu au travers de cette recherche que je crois qu'on s'est beaucoup trompé. On appelle keynésianisme, je dirais, un pis-aller de politique économique qui a fait ses preuves, en partie, bien sûr. Mais le keynésianisme
de 1928, donc avant la grande crise, c'est le modèle développé par Keynes dans sa lettre à ses petits-enfants, en fait, qui est un ensemble de conférences qu'il avait données et dans lequel je cite quand même, parce que vous allez retrouver la culture, ça compte. J'attends avec impatience, en des jours pas si lointains, le plus grand changement jamais survenu dans l'environnement matériel de la vie des êtres humains dans leur ensemble. Il apparaîtra raisonnable d'être économiquement responsable des autres après avoir cessé d'être raisonnable pour soi-même. La phrase est dans le livre. C'est quand même impressionnant, non? 1928, il développe moi, ce que j'appelle le vrai keynésianisme. C'est ça qui est au cœur de la posture à la fois philosophique et des instruments économiques qu'il met en œuvre. Et son idée, en gros, c'est qu'après une certaine accumulation de progrès, eh bien, de progrès économiques, matériels d'ailleurs, hein, il apparaîtra aux humains évident que ça ne peut pas, bien sûr, servir de fondement à une société, qu'il faut passer de l'esprit animaux, alors pas seulement des entreprises, mais aussi des hommes de pouvoir, etc., à une société plus altruiste, plus équilibrée, et une sorte de décroissance organisée, car Keynes, en fait, est quand même, qu'on le veuille ou non, moi, à mon sens, sur le plan des économistes, en tout cas, le père de la décroissance dans les pays riches, trop riches. Voilà. Donc la question était de savoir, un siècle après, quand même pas loin, est-ce qu'on a vraiment progressé? On peut avoir le sentiment que non, puisqu'on est très loin de l'objectif de Keynes, qui est de dire en gros société stationnaire. Beaucoup de gens citent les États-Unis de Biden comme étant la lumière après Trump, l'ère du Trumpisme. Oui, enfin, la première chose que Biden fait, c'est quand même de relancer la machine, de remettre des 1000 milliards de dollars sur la table, de relancer la consommation, la bourse reprend. Oui, on ne peut pas dire qu'on change de modèle, on le fait peut-être différemment. C'est plutôt du keynésianisme, précisément de la crise de 29, qui est utilisé plutôt que du keynésianisme au sens vraiment de la voie de développement de Keynes. En même temps, je dois reconnaître que si on est sage, c'est-à-dire prudent, équilibré dans ses jugements, il est indéniable, et c'est pour ça que mon livre commence par cela, quand on regarde l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs, et pas seulement le PIB, bien sûr, qui est un indicateur extrêmement faussé, on s'aperçoit qu'il y a eu de véritables progrès dans l'histoire, dans le monde, d'un point de vue d'ensemble, et que simplement, on voit bien que c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on s'entende. Et je crois que c'est là-dessus que commence le désaccord. C'est que ce qu'on appelle bien souvent le progrès n'est pas du tout ce que les critiques du progrès, qui est toute cette école qui commence en fait avec la révolution industrielle, voire même dans Utopia de Thomas More, le progrès humain n'est pas au centre du tout de nos sociétés. C'est pas difficile. On a essayé de mettre en place un indicateur qui s'appelle l'indice de développement humain. Et ça, on le doit à Amartya Sen très largement, à tous ses travaux sur la définition du développement. Mais il faut reconnaître que quand on publie chaque année le rapport du PNUD sur cet indicateur, ça passe très vite, hein, il faut reconnaître. On passe très très vite sur la publication de cet indicateur. Et évidemment, celui qu'on préfère, ceux qu'on préfère, c'est ceux, il faut le dire, Sylvie, c'est ceux de la guerre économique. Et c'est très important ce que je dis là, parce que le rôle des États, c'est évidemment de réguler, c'est des acteurs indispensables dans la régulation d'ensemble. Il ne peut pas y avoir d'économie responsable s'il n'y a pas un juge de paix. Il ne faut pas demander, ce n'est pas une question d'esprit animaux ou pas esprit animaux, c'est que la loi du marché est plutôt, bien sûr, on le voit avec l'affaire Faber, comme il a été dit tout à l'heure, de récompenser plutôt les crooks. Voilà, c'est comme ça.
parce que peut-être aussi la société dans son ensemble a tendance à plutôt vouloir le beurre et l'argent du beurre, et en même temps, elle voudrait du bon beurre, fait artisanal, etc. Mais en même temps, bon, elle n'est pas prête à le payer les 10 € le kilo, et elle préfère celui qui est fabriqué à la va-vite avec le moins d'ingrédients et de richesses possible. Donc, c'est le problème des États. Or, Sylvie, quand on dit les États, on dit quoi? On dit que le problème est un problème géopolitique. C'est ça toute la difficulté. C'est-à-dire qu'aucun pays ne peut, de l'intérieur de lui-même, définir ce qui serait la position sage, mettre l'humain au centre du progrès. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de progrès économique, matériel, mais disons qu'entre les progrès scientifiques, les progrès économiques, etc., il faut toujours bien remettre au centre ce qui compte dans la vie, c'est effectivement la vie. Voilà, c'est pas, et même la mort, la façon de mourir. Et donc, on est dans un monde, bien sûr, j'ai été donc plus de 15 ans dans la diplomatie, donc c'est aussi à ce titre-là que je parle, où tout mon métier a consisté à gérer la compétition mondiale. Et de ce point de vue-là, on tombe donc sur pourquoi on n'a pas autant de progrès qu'on pourrait en avoir. Eh bien parce que, et j'ai beaucoup développé les thèses de Raghuram Rajan dans ce livre, et son livre Third Pillar, le troisième pilier, qui à mon avis est tout à fait au centre de notre sujet, n'est toujours pas publié en France, mais peu importe, peut-être qu'un jour il le sera, ou en tout cas il y a pas mal d'économistes français qui ont l'habitude de traduire des auteurs américains sans les citer, et notamment un livre qui vient de sortir qui fait du Rajan sans le citer, donc c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel? Eh bien, on a une sorte de collusion, ce qu'il appelle le capitalisme de connivence, entre les entreprises et les États, même un entre guillemets petit pays comme la Suisse, même la Norvège, parce que pour exister dans ce monde, qui est un monde qui reste un monde d'État-nation, qu'on le veuille ou non, eh bien, il y a un bouclier économique qui permet aux États d'exister et de négocier, de demander au président Macron ce qu'il serait sans son CAC 40. Et en retour, le CAC 40, et on le voit aux États-Unis de la même façon avec Biden, on voit bien qui a financé la campagne de Biden quand même. Donc, aux États-Unis, c'est bien, c'est que c'est noir sur blanc. Et donc, on a en retour, bien sûr, un certain nombre de services qui sont rendus aux entreprises. Et donc, la question est de savoir, est-ce que l'État, comme c'est un peu dans la note de Lumière, est-ce que la régulation pour une économie responsable, ça doit être celle d'une redéfinition des relations entre l'État et les entreprises, sachant qu'on ne peut pas demander aux entreprises toutes seules de l'aide pour les raisons qui viennent d'être indiquées. Non, ce n'est pas possible. Il y a de facto, compte tenu du monde dans lequel nous sommes, un certain nombre de considérations qui amènent à ce qu'il appelle le chronique capitalisme, qui est quand même un des grands facteur explicatif aujourd'hui du capitalisme mondial, aussi bien aux États-Unis dans sa version américaine qu'en Chine finalement, où là c'est dans une version qui est plus étatique, mais l'affaire Jack Ma qui devenait trop puissant pour le parti, et la traduction tout simplement que le capitalisme à la chinoise reste quand même largement plutôt un capitalisme d'État, et ce faisant, la question est, et l'État pourrait-il être plus responsable? Et Rajan a raison de répondre, ben non. Pourquoi? Parce que l'État, ça a été la grande erreur, je pense, de ce qu'on a appelé les keynésiens, et Dieu sait s'il y en a en France, c'est de croire que l'État, c'est une sorte de coquille vide, inhumaine, quand je veux dire ahumaine, c'est purement un appareil administratif. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut faire appel à la sociologie des organisations. Et là encore, j'ai passé donc plus de 15 ans dans la diplomatie économique pour comprendre comment ça fonctionne vraiment. Et bien sûr qu'il y a tous les travers
de type kafkaïen, courtelinesque, enfin on le sait bien, qui sont un peu au poste de commande. Je vais terminer, Sylvie, parce que je crois que... Merci Jean-Joseph, il faut avancer. Voilà. Hein. Donc, je vais juste en un mot conclure, si tu veux, en disant il y a des progrès, mais ces progrès n'ont été dus qu'à l'obstination patiente d'utopiens, de gens qui avaient effectivement dans la tête cette idée d'un idéal possible et qui, de nos jours, sont devenus un peu plus sages et savent qu'il faut effectivement savoir faire des compromis, bien comprendre où notre jeu institutionnel doit se dérouler. Et de ce point de vue-là, ma conclusion, elle est simple, c'est qu'à un monde global, il doit y avoir un monde d'institutions responsables et donc réformer l'OMC. C'est à l'OMC que beaucoup de choses se passent, à l'ONU et au FMI. Merci. Super, merci Jean-Joseph. Alors, moi, je retiens, il y a plein de choses, hein, la question de l'IDH, la question de ces indicateurs de guerre économique tels le PIB. Et justement, je voulais interroger Ahmad Ba sur cette question. Au fond, tu as fait le lien, Jean-Joseph, entre la collusion des intérêts entre les États et les grandes entreprises, mais au fond, on ne parle que des États, des économies avancées. Dans une guerre économique, ceux qui ont la main, en fait, et qui sont parmi ceux qui structurent cette économie de guerre ou cette guerre économique comme vous souhaitez. Et Ahmad, j'aurais aimé que vous nous donniez un éclairage de tous ces pays qui n'ont pas forcément voix au chapitre à ces évolutions qui sont en cours et peut-être avec des évolutions qui sont quelque peu décalées, inadaptées à la réalité économique de ces pays, à la réalité économique, sociale et culturelle d'ailleurs de ces pays. Est-ce que ce n'est pas un petit peu la limite de notre mondialisation et la limite de cette évolution vers une économie responsable, alors que ces pays, ils aspirent à émerger et à faire de la croissance finalement, et de la croissance pour améliorer le quotidien des citoyens et des consommateurs de ces pays. Donc, qu'en pensez-vous, Ahmad? Alors, disons que moi, je vais me faire le porte-voix de la population périphérique de ce monde. Et pour nous, on a l'impression que depuis la conférence de Berlin de 1885, il n'y a pas grand-chose qui ait changé. Nous n'assistons qu'à des déclinaisons du partage du monde et de ses richesses entre quelques-uns, et les autres font figure de figurants, en quelque sorte. Je prends mon cas à moi, africain, je me définis comme un produit de synthèse, dans la mesure où je suis le produit d'un continent, d'une culture, d'une race, d'une nationalité, mais je m'exprime dans une langue qui est une langue d'emprunt. Certains diront que c'est une crise de guerre. La monnaie avec laquelle je fonctionne, le franc CFA, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. D'ailleurs, ça s'appelait Communauté financière, colonie française d'Afrique. Donc, c'est quand même, déjà, le terme lui-même pose problème au regard de l'histoire. Je suis sénégalais. Il y a le fleuve Sénégal. Mais ma mère est née en Gambie, de parents sénégalais. Mon père est né au Dahomey, de parents sénégalais. Et en fait, le principe même de la nationalité pose problème chez nous. Quand on n'est pas panafricain, on a l'impression qu'on est de plusieurs peaux et on ne sait pas très bien duquel. Et de fait, on passe son temps à s'adapter à un monde dont nous n'avons pas défini les règles. Et c'est fondamentalement ça le problème. On devient des mutants, en quelque sorte. Et quand on est des mutants, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la table où les décisions se prennent, mais on est au menu. C'est-à-dire que nous faisons partie des variables d'ajustement, des décisions qui sont prises dans des intérêts qui ne sont pas nécessairement les nôtres, parce que nous ne sommes pas consultés, et quand bien même nous le serions, nos avis, on a l'impression qu'ils ne sont pas pris en compte. Et je prends l'exemple de ces grandes conférences internationales où nos chefs d'État se présentent. Ils repartent toujours après avoir signé des engagements au nom de leurs États, sachant qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens et même la volonté de les appliquer. Mais étant donné que l'aide au développement est assujettie à la signature de ces engagements, on signe tout ce qu'on nous présente et après on essaie de passer par la bande. Donc, nous sommes un peu le secteur informel du monde, c'est-à-dire qu'on donne l'apparence d'appartenir au monde, mais nous avons nos propres règles et dès que le gendarme manque de vigilance, on revient à notre naturel, qui est un naturel de survie.
et pas un naturel de développement. Et c'est là que justement les choses deviennent complexes. Parce que lorsqu'on parle de développement durable et qu'on observe nos populations à nous qui sont très jeunes, 60% de la population au Sénégal a moins de 30 ans. Notre pyramide des âges n'a absolument rien à voir avec celle de l'Europe. Je crois que les personnes de plus de 70 ans ne représentent même pas 5% de la population. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de cotisants pour les retraites et le nombre de bénéficiaires pour ces mêmes retraites. Donc, cette économie de survie, quand elle ne fonctionne pas, elle alimente une immigration clandestine en Europe, dont on ne dit pas assez qu'elle est alimentée par un appel d'air dans des secteurs comme l'agroalimentaire, comme le tourisme, comme le BTP. Et quand on voit nos jeunes prendre des pirogues au péril de leur vie pour aller essayer de traverser les océans pour infiltrer l'Europe, c'est leur réponse à l'incapacité de nos chefs d'État à répondre aux exigences de ce monde, en termes de travail, en termes de sécurité, en termes d'épanouissement personnel et autres. Et donc, nous suivons un mouvement sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Et quand on nous parle de développement durable, on se dit, mais on veut d'abord se développer pour demain. Et si ça peut être durable, tant mieux, mais ce n'est pas l'élément le plus important. L'élément pour nous le plus important, c'est que dans un nouveau monde, il faudra qu'on accepte le principe pas d'un rééquilibrage, mais d'une redistribution d'un certain nombre de richesses. Il faudra que les pays riches et les personnes des pays riches acceptent d'être un peu moins à l'aise, de découvrir un peu plus la précarité pour que nous puissions à un moment donné pouvoir répondre à des engagements en termes d'emploi, de santé et autres par rapport à nos populations. Et c'est fondamental parce que tant qu'on ne prendra pas en compte cet élément et qu'on se rendra compte que les dirigeants du monde sont tenus par des engagements électoraux quand on doit remettre son titre en jeu tous les 4 ou 5 ans, déjà à mi-mandat, tous les actes qu'on pose sont des actes qui sont liés par les conditions de la réélection. Et quand on observe la Chine, où les choses sont écrites dans le marbre et qu'ils peuvent se projeter sur 10-15 ans, on voit tout de suite qu'ils peuvent engager des travaux avec des perspectives beaucoup plus longues. Alors, je n'entrerai pas dans le cas de certains chefs d'État qui sont là depuis 25 ans, ça c'est un autre débat pour lequel nous n'avons pas de solution. Mais la solution pour nous, ça pourrait être, comme on l'a connu au Sénégal il y a quelque temps, il y a à peu près 3-4 mois, des émeutes de la jeunesse à l'échelle nationale, dans les quartiers périphériques des villes où la police ne va jamais ou est en sous-effectif, où simplement le message de ces jeunes était de dire vous récupérez de l'argent de la communauté internationale pour le développement, mais nous ne voyons jamais cet argent. Donc, vous nous demandez de venir voter tous les 5 ans. 6 mois avant l'élection, vous sortez des sacs de riz, des choses et d'autres. On ne veut pas de ce développement-là. On veut d'un développement inclusif qui nous demande notre avis, qui nous accompagne dans des processus de renforcement de capacité, formation, expérience professionnelle et autres. On veut être des acteurs de ce monde, des citoyens de ce monde, et pas des gens qui sont dans un strapontin au fond de la salle. Alors, c'est un peu le message qu'il y a dans tous ces pays. Individuellement, ça ne représente pas grand-chose, mais quand on voit les flux migratoires incontrôlés qui se présentent, on se rend bien compte du danger que ça peut apporter. Et à défaut de flux migratoires, c'est aussi ce qui alimente le terrorisme et autres. C'est le désespoir de certaines parties de la population qui finalement se rendent dans ces choses-là. Pour finir, un cas que nous avons eu il y a quelques années, il y a une guerre larvée, en tout cas en Casamance, donc dans le sud du pays depuis une trentaine d'années, et j'ai eu l'occasion de faire une étude sur l'apprentissage il y a 8 ans. Et un inspecteur d'académie nous a expliqué que la raison fondamentale pour laquelle cette région était entrée en rébellion, c'est parce que, étant enclavée du reste du Sénégal, puisque la Gambie est un bandeau à l'intérieur du Sénégal qui serait dans un visage l'équivalent de la bouche et de la langue, la Casamance étant le menton, il faut contourner pour arriver dans le reste du pays. Il nous disait que quand ces jeunes n'ont pas accès à la formation professionnelle, quand l'ensemble des marchés publics sont exécutés par des gens des capitales et qui se retrouvent exclus du développement, le premier aventurier qui leur donne un peu de drogue, une arme et un peu d'argent, ils sont prêts à le suivre dans des logiques indépendantistes qui n'ont aucun sens quand on y réfléchit bien. Mais c'est bien la preuve que le désespoir peut mener à des solutions et je ne vois pas de monde nouveau ou de monde durable qui ne soit pas plus raisonnable, en fait, et plus respectueux de l'ensemble de ses citoyens. Voilà. Si je peux juste rebondir, et on
je vais reposer quelques questions. Alors, je veux bien que vous répondiez très brièvement. Comme ça, on aura le temps on passera tout de suite la place aux questions des participants. Mais je rebondis sur ce que vous avez dit, Ahmad. Comment, du coup, percevez-vous ce qui est en train de se passer sur les questions des taxations des multinationales que vous connaissez, qui œuvrent aussi sur votre sol? C'est effectivement une réunion d'happy few de quelques pays bien placés dans la guerre économique qui vont prendre une décision que l'on peut juger historique. Mais est-ce que vue d'Afrique, elle est perçue comme telle, ou est-ce qu'il y a un certain désappointement ou même désabusement, on va dire? Alors, moi, je suis dans les milieux patronaux depuis une vingtaine d'années en tant que consultant, accompagnateur. Et le combat que j'ai mené pendant toutes ces années était de dire, en matière de RSE notamment, quand une société pétrolière qui est responsable de la pollution de la baie de Han, qui était un peu Tahiti en Afrique, ne règle pas le problème et va offrir des poubelles qui sont des fûts de récupération sur l'île de Gorée pour lutter contre l'insalubrité, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, si une entreprise multinationale se veut responsable et durable, le premier acte citoyen qu'elle doit poser, c'est de payer ses impôts au taux normal. D'abord parce qu'elle en a les moyens, et deux, parce qu'elle peut les donner à un État qui va utiliser cet argent pour remplir ses obligations régaliennes. Et c'est ce qui la met en capacité d'exiger de l'État de rendre compte de l'utilisation qu'il fait de cet argent. Ce à quoi nous assistons, c'est le contraire. C'est négocier des impôts à hauteur de 7%, la possibilité de rapatrier les dividendes, écraser le pays avec la puissance, ce qui fait que tout le tissu des PME se retrouve asphyxié par l'ultra-domination de ces grandes entreprises. Et le jour où ça va moins bien, elles disparaissent dans la nature pour s'installer dans un autre pays et continuent d'inonder notre pays de leurs produits. Et donc, lorsque cette mesure est apparue, c'était presque la fête à Dakar dans les milieux consommateurs et autres, où on se disait, on ne va pas s'occuper des GAFA, on va simplement s'occuper des entreprises industrielles parce qu'il y a possibilité de doubler leur contribution fiscale au développement du pays. Déjà. Donc, rien que ça change la donne. Et c'est vrai que c'est le symbole d'un retour de contrôle sur leur responsabilité et sur leur engagement. Et pour nous, c'est du pain béni. Vous m'avez demandé d'être court, j'ai essayé de l'être. C'est formidable, merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers Geneviève Ferron tout de suite. J'ai une question qui revient à plusieurs reprises dans les questions qui sont posées par les participants. C'est comment peut-on concilier, au fond, cette volonté de ce défi qui nous est posé de responsabilité, de responsabiliser l'économie et les entreprises, et puis la compétition internationale qui met face à face des entreprises qui peuvent œuvrer dans des pays bien moins disants et bien moins engagés sur cette question de la responsabilité. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va à peu près. Est-ce que vous m'entendez? C'est moi qui avais fermé mon micro, excusez-moi. Oui, on vous entend. Oui, d'accord. Je vais faire une réponse courte parce que je suis je suis en mouvement. Je dirais que ce qui vient d'être décrit, c'est la situation dominante. J'appelle une responsabilité sociale qui est défensive. C'est-à-dire, les entreprises savent très bien que le modèle économique n'est pas soutenable. Ça mise les effets de bord, les effets pervers de leur modèle économique. Et donc, ce sont des entreprises qui sont déjà en faillite, soit parce que les fondamentaux sociaux ne sont pas respectés. La répartition de la valeur remonte de toutes les façons à l'actionnaire ou dans des opérations d'optimisation fiscale. Et je suis de voir qu'ayant commencé à travailler aux Nations Unies et en travaillant sur ce sujet de responsabilité sociale des données reste malheureusement immuable. C'est-à-dire que la variable d'ajustement, ça a toujours été d'abord les enjeux sociaux. Maintenant, les limites planétaires qui s'imposent
On vous entend. On essaye encore de les nier ou de dans une politique de l'autruche. Et tant qu'on ne donnera pas justement On vous entend plus du tout, Geneviève. je pense que je n'arrive pas forcément au bout de ma réponse, mais je veux dire par là qu'il y a un climatique. Ah, on a été coupé. Je vais peut-être demander à Marc de réagir à cette question et éventuellement d'aborder la question de la compétition entre des entreprises avec des entreprises moins disantes sur ces questions de responsabilité et peut-être de revenir aussi sur le sujet que j'évoquais à l'issue de votre première intervention, Marc, la question de l'engagement des acteurs financiers, des marchés financiers sur toutes ces questions de responsabilité, parce qu'on les entend beaucoup, on semble les voir se positionner, mais est-ce que ce n'est qu'une posture ou est-ce qu'il y a une réalité derrière ce positionnement? Oui, en fait, donc, très rapidement sur le premier point, la concurrence internationale, oui, il y a une religion libérale de la concurrence qui a conduit à l'ouverture, à l'intégration mondiale toujours plus forte des économies. Et effectivement, sans réaliser que cela conduisait à renforcer la pression, y compris à cause du fait que effectivement, les réglementations ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Et donc maintenant, on commence à le reconnaître, mais après plusieurs décennies où on a laissé cela fonctionner de façon très très forte et très contraignante donc, pour ceux qui voulaient faire du mieux-disant social ou environnemental. Alors, les acteurs financiers sont effectivement un peu particuliers parce qu'ils ont, peut-être par rapport aux gestionnaires d'entreprises, notamment des entreprises qui sont cotées en bourse, ils ont peut-être plus naturellement, dans certains contextes, la possibilité de voir à long terme, au moins pour certains d'entre eux. Et comme notre modèle actuel n'est pas soutenable et que maintenant la conscience des dégâts environnementaux, mais aussi des dégâts sociaux, hein, comme vous l'avez dit, Sylvie, la question des inégalités, avec tout ce que ça implique en matière d'instabilité sociale et politique, est aussi sur le devant de la scène. Donc, un modèle qui n'est pas soutenable et qui déstabilise, y compris les institutions, y compris la règle de droit, etc., ça pose question. Et donc, il est clair que l'intérêt bien compris des investisseurs consiste à essayer de faire ce qu'il faut pour que ce modèle redevienne soutenable. Donc là, il y a une sorte de loi des reins qui joue en faveur d'une certaine sagesse, c'est vrai. Mais bon, tous les acteurs financiers ne sont pas sur ce registre-là, hein, donc on en entend certains. Il en reste beaucoup qui fonctionnent plutôt au niveau de la nanoseconde maintenant, avec les techniques modernes. Donc, on fait du profit sur une nanoseconde et on réinvestit ailleurs pour faire un autre profit sur une autre nanoseconde. Donc, il y a quand même encore beaucoup d'hétérogénéité dans le secteur financier. Et j'aurais envie de dire, on a dans le secteur financier le même problème de concurrence qui est à la fois bonne et néfaste, avec donc les moins éthiques et les moins responsables qui ont encore beaucoup de marrons à tirer du feu. Donc, on a un petit peu le même problème dans ce secteur-là comme dans le reste de l'économie. Merci. Donc, je vais continuer à prendre une question du public et puis vous me faites signe si vous souhaitez répondre. J'ai une question de Francis qui nous demande si toutes les externalités négatives, notamment sociales et environnementales, sont prises en compte par les entreprises et non plus par les États souvent endettés, celles-ci peuvent-elles rester rentables, donc ces entreprises? Autrement dit, l'économie totale du monde est-elle bénéficiaire? Peut-être Jean-Joseph? Non? Le micro. Rapidement répondre à cela parce que quand on prend, on va dire, les données de produits intérieurs bruts à l'échelle mondiale, mais aussi des données d'espérance de vie, etc. Les indicateurs purement physiques et même sociaux
montrent que, globalement, le gâteau ne cesse de croître, bien évidemment. Et la vraie question qui est donc posée, c'est, je pense que Ahmad Ba a bien soulevé le problème, il est où va ce surplus et comment il est partagé et quelle en est la contrepartie. Et ça, c'est très important parce que nous raisonnons très souvent en responsabilité d'entreprise comme si finalement ce qu'on appelle les biens communs hein, finalement sont illimités. Non, on voit bien qu'il y a eu depuis, avec les 30 Glorieuses, il y a eu une petite répartition, bien sûr, au profit de pays comme la Chine, mais ce n'est pas venu tout seul, hein, c'est venu aussi dans le cadre d'un vrai affrontement avec le monde occidental. Qu'on le veuille ou non, les BRICS sont l'expression aussi de cette idée qu'on ne peut pas laisser le G7 gouverner le monde. Et c'est un peu la question qui était posée par Ahmad Ba tout à l'heure. Donc, il y a à l'échelle du monde, on va dire, plus de valeur apparemment, mais elle est inégalement, très, très inégalement répartie. J'aimerais rappeler ce chiffre que je cite au début du livre. La moitié de la population mondiale vit pauvrement. La moitié. Hein, c'est-à-dire aujourd'hui 3 à 4 milliards au moins d'habitants qui vivent vraiment difficilement sous ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, non pas le seuil de $1 qui est la misère, hein, mais le seuil de pauvreté. Et le deuxième parent pauvre de ce développement-là, c'est effectivement, ça, on est tous d'accord là-dessus, c'est l'épuisement complet des ressources de la planète. Et là-dessus, on ne peut pas demander aux entreprises. Moi, je reste persuadé que, pour avoir travaillé, y compris avec des entreprises sur ce thème-là, il peut y avoir des efforts personnels, un engagement moral, etc. Mais on ne peut pas leur demander de se substituer à des règles du jeu, à des limites qui sont fixées, et je le dis bien, désormais, c'est clair, c'est à l'échelle mondiale, et pas seulement à l'échelle du G7. Je suis très, très attaché à ce qu'a dit Ahmad Ba tout à l'heure. Beaucoup de pays, sous prétexte qu'ils sont petits, s'assoient éventuellement autour de la table, mais ne sont pas des acteurs. Alors, je termine juste par un point qui est de dire il manque quand même le troisième acteur, les sociétés civiles. Alors, on a beaucoup parlé du rôle des ONG, mais aussi des instituts de type l'IRIS, etc. Vous jouez un rôle très, très important dans la discussion publique. Et Rajan, là-dessus, insiste sur le fait que pour éviter la consanguinité entre les États et les entreprises, eh bien, il est indispensable d'avoir un troisième pôle qui est celui, justement, des sociétés civiles. Et quand je disais tout à l'heure, continuer de réformer l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, etc., ou les Nations unies d'ailleurs, hein, et ça veut dire aussi mettre beaucoup plus d'importance à la présence des sociétés civiles, de la même façon que les entreprises se sont invitées, vous l'avez vu maintenant, elles sont toujours présentes aux assemblées générales des Nations Unies, du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, où elles jouent d'ailleurs un rôle non négligeable. Elles ont leur forum de Davos, qui est quand même l'expression à l'échelle mondiale des intérêts des très grandes entreprises. Et de ce point de vue-là, l'optique réformiste qui a été imprimée au forum de Davos depuis maintenant une bonne vingtaine d'années est très positive, hein, je ne conteste pas ça. Mais on voit bien que ça n'est pas suffisant parce que l'autre voie, celle des acteurs de la société civile, des populations, ne se fait pas entendre à l'échelle mondiale, c'est évident. Alors, peut-être un petit peu plus, Jean-Joseph, via les ONG et les réseaux sociaux, au fond, parce que les ONG sont portées par les réseaux sociaux et par les médias plus globalement, et vice-versa, les médias et les réseaux sociaux sont portés par l'activisme des ONG. Alors, on reviendra justement tout à l'heure sur cette question du lien État-entreprise que tu as commencé à aborder, et justement, ça nous permettra de rebondir sur ce G7 et ces annonces de fiscalité, voire sur toutes les mesures qui sont aujourd'hui prises par les pouvoirs publics et qui vont être transposées dans des réglementations. Mais peut-être avant ça, je voudrais poser une question que nous pose
Achillia Jasmine, qui s'adresse, me semble-t-il, à Amat, mais vous m'arrêtez si vous souhaitez répondre aussi. Est-ce que vous croyez que la redistribution de la richesse est possible dans une société qui est gouvernée par le capitalisme? Alors, on va peut-être pas faire un débat sur le capitalisme parce que ça nous prendrait beaucoup, beaucoup de temps, mais est-ce que la redistribution que vous évoquiez clairement, Ahmad, tout à l'heure, est-ce que la redistribution est envisageable? Je rappelle, somme toute, je trouve que c'est un indicateur qui est intéressant, que le PIB par habitant au niveau mondial est de 6 000 $ par an et par habitant. D'accord. Alors, le débat sur les options politiques, capitalisme, socialisme et autres, on voit bien avec l'exemple de la Chine, avec son socialisme d'État qui est un capitalisme orienté, organisé, on voit bien que ce n'est pas ça le débat de fond. Le débat de fond, c'est dans un ordre qui a été établi par les forts, qui ont attribué aux autres des rôles qu'ils n'ont pas eux-mêmes choisis, comment ceux qui ne sont pas en capacité de faire valoir leur point de vue, comment doivent-ils s'organiser? Et aujourd'hui, je vous invite à suivre attentivement les propos du président du Ghana, Nana Akufo-Addo. En Afrique, on a soit les afro-optimistes qui s'appuient sur la jeunesse de la population pour dire nous sommes le continent de demain, mais oublient de former et d'éduquer ces jeunes, ce qui devient une bombe à retardement. Soit nous avons les afro-pessimistes qui disent nous sommes dans un ordre où on a l'essentiel des richesses minières, mais quand on regarde des pays comme le Niger, comme le Mali, comme le Tchad, qui ont du pétrole, de l'uranium et autres, qui font partie des 15 pays les plus pauvres du monde, il n'y a pas de solution et il n'y a pas d'avenir. Pour moi, le vrai débat, c'est quelle position les Africains et les pays émergents ou les pays du Sud doivent-ils avoir ensemble pour proposer une alternative dans la réflexion et dans la définition du monde de demain. Il faut qu'on arrête de se plaindre de l'histoire. Parce que tout le monde, quand on regarde l'histoire, il y a toujours eu des invasions, des colonisations, des ci et des ça. On ne va pas se complaire indéfiniment dans un discours misérabiliste qui fait de nous des victimes à vie. Il faut qu'on observe déjà nos classes dirigeantes. Est-ce qu'elles sont exemplaires dans leur gestion des missions publiques qui leur sont confiées? Il faut qu'on regarde notre secteur privé. Est-ce qu'il est proactif? Est-ce qu'il est ambitieux? Et est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux? Il faut qu'on observe aussi notre société civile. J'ai la chance de faire partie du Forum politique pour le développement de l'Union européenne au titre du Conseil national du patronat, et on rencontre des acteurs de la société civile africaine dont l'essentiel des motivations, c'est de venir chercher des subsides pour l'année suivante. Ils sont prêts à signer tout et n'importe quoi. Et donc, on discute en aparté, mais en séance, il n'y a personne qui monte au front. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, au-delà même des colorations politiques ou des engagements libéraux et autres ou socialistes, le vrai débat, c'est comment des gens qui ont des intérêts communs doivent se coaliser pour pouvoir présenter un programme alternatif. Aujourd'hui, c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, c'est du blabla, c'est les réseaux sociaux qui vont apporter la prochaine révolution, qui c'est une révolution anarchiste, parce que qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux transmettent plus d'émotions que de raison. Et c'est dangereux en soi. Et on le voit bien chez nous. Et donc, je pense qu'il faut qu'on revienne à la raison, qu'on revienne à la responsabilité, mais il faut que chaque acteur, pays du Nord comme pays du Sud, joue sa partition pour qu'on puisse définir ensemble un monde de demain qui soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Merci. Alors, pour l'instant, c'est vrai que l'actualité ne s'oriente pas tout à fait vers ce monde de demain englobant tous les pays pour discuter, mais j'aimerais malgré tout qu'on revienne sur ce qui est en train de se passer et ces différentes mesures qui sont en train d'être prises par les États-Unis. Et je crois qu'il est important de rappeler dans une rivalité bien comprise avec la Chine et avec la volonté de faire peser et de mettre en avant des valeurs démocratiques ou des valeurs supposées supérieures de nos démocraties par rapport à d'autres régimes. Peut-être, Marc, est-ce que vous pouvez
nous dire ce que vous pensez de tous les mouvements qui sont engagés en Europe et aux États-Unis sur cette question d'une économie responsable. Et en particulier, je pense que le décryptage en plus intéressera nos participants, ce qui est en train de se passer au G7, où un accord a été trouvé en début de semaine sur la question de la fiscalité. Est-ce qu'on peut penser, même si ce n'est pas totalement englobant, même si ça ne concerne comme d'habitude qu'un certain nombre de pays, est-ce qu'on peut penser qu'on est quand même face à un changement de paradigme ou c'est un peu tôt ou trop optimiste pour aller sur cette conclusion? Oui, je crois que c'est beaucoup trop tôt et c'est difficile d'être optimiste. L'accord qui a été obtenu, c'est le minimum du minimum en quelque sorte. Et donc, c'est même, bon, c'est paradoxalement, on est en dessous de ce que les Américains avaient proposé. Donc, voilà, c'est l'Europe qui a joué le rôle de frein dans cette affaire. Donc, tout cela est quand même un peu décevant. Mais ce qui est intéressant dans la période actuelle, je trouve, c'est la plus grande ouverture des sujets. Les sujets sont ouverts. Un certain nombre de tabous qui existaient avant sont tombés. Il y a beaucoup de choses maintenant qui peuvent être discutées et qui sont discutées. Donc, je ne suis pas totalement impliqué dans les affaires du G7, mais je participe un peu indirectement au T20 qui travaille à écrire des notes pour le G20. Et là, je suis assez frappé. Donc, c'est des think tanks du monde entier qui se réunissent pour brasser un peu les idées. Je suis frappé de voir à quel point il y a une convergence, un consensus. Donc, ce n'est pas la coalition dont parlait Amat au niveau des acteurs, mais au moins au niveau des think tanks qui viennent du monde entier, de tous les continents, on a énormément de convergence sur un certain nombre de mesures essentielles qu'il faudra mettre en place. Donc, la responsabilité dans l'économie en fait partie. La redistribution des richesses en fait partie aussi. Et donc, la prise en compte des limites de la planète, bien sûr, c'est également essentiel. Donc ça, je trouve, c'est particulièrement encourageant. Mais par contre, je suis beaucoup moins optimiste sur le processus politique, et notamment parce qu'on parlait de société civile, et Jean-Joseph disait qu'il y avait un grand besoin de globaliser l'action de la société civile. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et on a un gros problème de construction d'une coalition d'acteurs qui poussent. Et cette coalition, elle doit se faire au niveau international. Et la société civile n'est pas à la hauteur de l'enjeu pour le moment. Donc, on a un gros problème de ce côté-là. Je n'ai pas la solution. J'aimerais vous la proposer, mais je ne l'ai pas. Il y a une question dans le chat qui parlait des consommateurs bien informés. Oui, et j'allais poser cette question-là, justement. On a David qui nous pose la question, face à des entreprises plus puissantes que des États, le consommateur bien informé ne peut-il pas impulser un changement plus rapide en vue d'une économie responsable que les États et les institutions internationales? Alors, je serais intéressée par une réponse de l'un de vous, mais aussi une réponse d'Ahmad Ba pour évoquer peut-être le consommateur africain, parce que là aussi, est-ce qu'il y a une différence entre la perception que peut avoir le consommateur occidental et le consommateur africain? Mais voilà, j'aimerais bien avoir les deux angles de réponse. Et puis, j'excuse Geneviève Ferron qui a perdu le lien avec nous, dont la communication a été coupée. Elle était mal connectée ce soir et donc elle n'est plus avec nous. C'est pour ça que je ne lui passerai plus la parole. Alors, qui veut commencer sur le consommateur? Amat? Oui. Alors, le consommateur africain, c'est un produit de synthèse lui aussi. Il est issu d'un continent qui produit peu. Et quand vous allez au marché pour commander, pour acheter un produit quel qu'il soit, quand on vous donne le choix entre un produit fabriqué au Sénégal, au Nigeria ou en Chine ou en Pologne, on a tendance à aller vers le produit extérieur. Donc, nous avons toute une culture, toute une campagne à faire de valorisation du savoir-faire local. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que quand vous produisez peu, vous vendez cher, vous ne montez pas en compétences et vous alimentez l'argument selon lequel votre produit n'est pas compétitif. Et c'est là justement qu'une politique industrielle a du sens et en aura d'autant plus que nous sommes aujourd'hui sur des marchés intégrés à l'échelle africaine. On a la zone de libre-échange africaine, la ZLECAF, qui vient d'être décrétée par les chefs d'État et qui a vocation à faire passer de 17 à 40% les échanges commerciaux entre nos États. Mais encore faut-il que la lutte contre la contrefaçon et autres soit au fait de ce combat. Donc, c'est un gros chantier qu'il y a devant nous.
Ceci pour dire que nous sommes très intéressés par ce qui se fait à travers le monde. Au Sénégal, nous sommes 16 millions d'habitants. Le nombre de puces téléphoniques en circulation, ça représente 117% de la population. Il n'y a pas un seul téléphone qui soit fabriqué au Sénégal. Pour vous dire que nous avons une consommation qui est totalement externalisée et compte tenu du niveau de vie de la population, l'argument c'est moins cher prime sur tous les autres. Et bien évidemment, la notion de service après-vente, elle est très mauvaise. Juste une anecdote pour illustrer le propos et je m'en arrêterai là. Propriétaire d'un appareil téléphonique de marque coréenne, je vais chez le concessionnaire, mon appareil était abîmé. Au moment où on me le rend, on m'explique qu'ils n'ont pas pu le réparer parce qu'ils n'ont pas la pièce détachée et ils me recommandent d'aller au marché informel parce qu'il y a un commerçant qui fait venir des produits et qui pourra me le réparer. Et moi, de dire à l'agent, vous n'auriez jamais dû me tenir ce discours, vous auriez dû prendre mon téléphone, aller le faire réparer chez ce commerçant informel et me le rendre sans me dire qu'il a réparé. Parce que moi, je suis venu dans une logique de garantie d'un produit industriel importé. Et vous me renvoyez à un secteur informel non structuré. Voilà, c'est pour vous dire à quel point on est perturbé par tous ces éléments et on fonctionne comme ça au quotidien. Et c'est très intéressant ce que vous dites, et puis on va revenir sur le consommateur de nos pays développés, parce que la Chine rencontre au fond la même difficulté à stimuler une consommation de produits intérieurs, de produits locaux, alors même qu'il n'est pas question, la question de la production qui n'existe pas sur le territoire, c'est pas vrai, en Chine elle existe, et c'est pas une question de prix, puisque les consommateurs chinois, dès qu'ils ont les moyens, vont s'acheter des sacs de luxe ou des produits de luxe et des produits occidentaux parce qu'ils considèrent qu'ils sont de bien meilleure qualité, même s'ils sont beaucoup plus chers que les produits qui sont proposés sur place. Donc, il y a effectivement tout un travail à faire dans cette économie responsable, au-delà des entreprises, de conscientisation en fait, du consommateur sur tous ces sujets et du consommateur de tous les pays nord-sud. Alors, qui est-ce qui veut répondre peut-être sur ce consommateur des pays du Nord ou des pays développés, non? Moi, je peux dire deux mots rapidement et puis Jean-Joseph pourra continuer. Oui, parfait. Je voulais juste dire deux choses. Il n'y a pas que le consommateur, il y a aussi les travailleurs, les salariés et les investisseurs. Donc, on a déjà parlé des investisseurs. Et donc, le mouvement éthique doit concerner tous ces secteurs-là. Et on voit notamment que les jeunes générations du côté du marché du travail refusent les travaux, les jobs qui sont sans signification, sans sens de contribution à la société, etc. C'est un changement de culture qui est très prometteur. Donc, c'est aussi de ce côté-là qu'il faut regarder. Mais la deuxième chose que je voulais dire rapidement, c'est que ce qui manque encore, c'est la transparence. Les gens ont besoin d'informations sur ce qu'ils achètent, sur le type de métier qu'ils vont avoir, etc. Et le type d'entreprise dans lequel ils vont aller. Cette information est encore insuffisante et elle aurait besoin d'être harmonisée et beaucoup plus raffinée que ce que nous avons avec les petits labels énergétiques et autres qui apparaissent sur les produits. Jean-Joseph ? Rétablir l'audio. Sur le consommateur, je faisais référence à tout le travail que j'ai pu faire pendant pas mal d'années avec la CFDT, mais également donc des usagers, des associations d'usagers de consommateurs. Moi, ce qui me frappe, c'est ce que dit Marc, pardon, c'est finalement, depuis 30 ans, il y a eu un recul au contraire. Il y a un recul de la présence de ces acteurs de la société civile dans les grandes discussions sur les régulations à mettre en œuvre. Alors, il faut vraiment se poser la question du pourquoi. Alors, soit parce que ces associations ont peut-être du mal à tourner, mais enfin, je pense que, et on le voit avec la SNCF et les usagers d'ailleurs de la SNCF, pour reconnaître un tout petit peu ce sujet-là, il y a manifestement un rôle négatif des États qui finalement se sont assez bien contentés de resserrer leurs liens avec les entreprises, et plutôt les grandes entreprises, il faut le dire, dans le cadre de cette concurrence globale qui est devenue de plus en plus dure. Et là,
je ne suis pas du tout opposé à l'idée selon laquelle il est normal d'avoir des États qui, avec leurs grandes entreprises, fassent un peu le dos rond et recherchent un peu de puissance. Mais ça s'est clairement fait au détriment de la société civile dans ses composants qui est association de consommateurs et les syndicats de travailleurs, bien sûr, qui, vous l'avez vu, sont très, très marginalisés maintenant. Très marginalisés, même un syndicat réformiste comme la CFDT, vous l'avez vu sur le sujet des retraites et sur plusieurs autres récemment, n'est pas du tout suivi. Donc je reviens bien à cette question, Sylvie, parce qu'aussi l'IRIS, c'est notre marque de fabrique. Tant qu'à l'échelle globale, mondiale, n'est pas posé le problème de cet équilibre entre les trois grands acteurs que sont bien sûr les États, mais aussi les entreprises. Et c'est possible donc de couper ce nœud georgien qu'il y a entre les États et les entreprises très puissantes qui sont capables, on le sait bien, dans le cas par exemple de l'OMC, dans un comité, et en Europe notamment, je sais que ça joue un rôle très important, d'imprimer la petite virgule qui va faire sauter le paragraphe qui en réalité comptait. Donc tant qu'on ne revient pas et qu'on ne va pas vers, plus exactement, à l'échelle mondiale, à ce triangle d'équilibre, je suis non pas pessimiste, mais parce que je vois bien qu'il y a eu des progrès, donc les utopies sont le progrès de demain, donc on va tous pousser dans ce sens-là. L'important quand même, la sagesse, c'est de dire oui, mais à quel endroit il faut appuyer pour que ça progresse encore un peu plus. Je connais beaucoup d'entreprises, je suis consulté par pas mal d'entreprises dans leur développement international, je vois que pour un très grand nombre d'entre elles, elles partagent les grandes lignes de ce développement soutenable et de cette responsabilité d'entreprise. Mais ce qu'elles disent en général, ce qu'elles me disent, elles me citent les conditions dans lesquelles elles travaillent et elles disent, voilà, nous ne pouvons pas faire plus parce que les règles du jeu à l'international ne sont pas satisfaisantes. Donc je pense que vraiment l'aspect global de cette négociation, de cette discussion, de ces avancées me paraît incontournable. Oui, tout à fait. Et au-delà des règles du jeu, le respect de ces règles du jeu et la compétition entre les entreprises, qui est quand même le principe de base de notre système économique. Alors, on arrive à la fin de notre conférence, il nous reste 5 minutes. Et comme dans toute bonne dissertation, j'avais envie de terminer par une question conclusive, une question d'ouverture. C'est François qui nous demande, mais quel est in fine l'intérêt pour l'entreprise? Et moi, j'avais envie d'élargir encore plus, quel est in fine l'intérêt pour l'entreprise, pour la société civile, pour les salariés, pour toutes les parties prenantes en fait dont on a tant parlé pendant cette conférence. Et j'aimerais vous entendre tous les trois sur cette question. Alors, si vous pouvez répondre en 1 ou 2 minutes, je sais que la tâche est quasi insurmontable, mais ce serait formidable. On respecterait comme ça notre temps de conférence. Merci à tous les trois. Qui veut commencer ? Donc, sur quel est l'intérêt de tous à cette économie responsable? Je vais commencer parce que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça va être extrêmement bref. Super. Je ne connais pas d'entreprise dans laquelle, pour l'essentiel, à la fois les dirigeants, les salariés, qu'ils soient cadres ou non cadres, n'aspirent pas à ces valeurs de progrès. Je n'en connais pas. Donc, quel est l'intérêt pour elles? Eh bien, l'intérêt pour elles, c'est que les règles du jeu soient suffisamment claires, transparentes sur la table pour qu'elles puissent réaliser ce qui est fondamentalement, elles le sentent bien, leur mission qui n'est pas d'accumuler pour accumuler, mais qui est de vivre comme un collectif qui n'a pas que les shareholders, mais les stakeholders plus largement. Et je connais beaucoup d'entreprises qui travaillent notamment en Afrique, qui ont également cette préoccupation d'un développement équilibré de l'Afrique. Simplement, les règles du jeu mondial ne permettent pas, je pense, en toute sincérité, et elles ne le permettent pas parce le monde n'est pas assez ouvert
à l'acceptation de différences, c'est Amartya Sen qui développe beaucoup cette idée-là, l'acceptation de différences sur, on va dire, les valeurs, les visions que l'on peut avoir, des priorités, on va dire, quasiment philosophiques dans la vie. Et je crois que cela ne peut progresser que si cette société civile, et pas au travers des réseaux, car vous l'avez vu, de plus en plus, les réseaux eux-mêmes sont sous surveillance. Donc, c'est dans des champs institutionnalisés que doivent pouvoir s'exprimer ces différences de vues et, avec sagesse, trouver les bons compromis. Merci Jean-Joseph. Il y a quelqu'un qui demandait de répéter la citation de Keynes. Alors, on ne va pas le faire en direct, mais par contre, tu peux cliquer sur taper la réponse. Et je l'ai tapé. Eh bien, visiblement, il ne l'a pas reçu ou alors je ne le vois pas. Bon, ben, c'est parfait. Alors, qui veut, Amat, Marc, qui veut répondre à l'intérêt que nous pouvons avoir à aller vers une économie responsable? Alors, rapidement, il me semble que quand on est société civile, chef d'entreprise, salarié et autres, on est également citoyen de ce monde. Donc, en chacun d'entre nous, il y a une part qui aspire à plus de justice, à plus d'équilibre, à plus de responsabilité. La seule chose, c'est que dans le champ politique et dans le champ professionnel, on est encadré par des systèmes qui nous broient. Quand vous voyez des chefs d'entreprise qui sont là pour 4 ans et à qui on demande de faire un profit immédiat, sinon ils dégagent, c'est cette logique-là qu'il faut qu'on arrête. Et il me semble aujourd'hui que le grand changement, en tout cas le grand bouleversement, va être provoqué, en tout cas dans nos pays, par la pandémie Covid-19. Parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé, alors que la solution de facilité était de faire jouer la mondialisation, d'acheter au plus offrant, même si c'était loin avec des frais de transfert compliqués, on s'est rendu compte du jour au lendemain que les frontières ont été fermées. Et on a réalisé qu'on n'était plus capable de produire autre chose que du savon par nous-mêmes. Et donc, il y a une logique de réindustrialisation pour augmenter notre niveau d'autonomie. Et ça va changer toute notre approche de la relation à l'international. Et je mise beaucoup sur ça pour renforcer des tissus industriels, des qualités de service qui vont faire qu'on va redevenir conquérant, mais avec de bonnes pratiques. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. De bonnes pratiques actuelles et pas les pratiques de nos parents. Merci Ahmad d'avoir joué le jeu de l'ouverture en conclusion. Marc, je vous laisse réagir. Oui, donc moi je souscris à ce qui vient d'être dit par mes deux collègues complètement. Et je voudrais juste dire en résumant au fond que pour moi, l'entreprise, c'est un pont entre des gens qui ont des besoins et des gens qui sont capables de répondre à ces besoins. Et étant un pont, ça construit un collectif. Et donc, cette idée de partie prenante, c'est vraiment, on a un collectif qui se donne une mission de répondre à un certain type de besoins. Mais ce collectif, en tant que collectif, a un pouvoir qui est fort, précisément. Et donc, les entreprises ont, de ce point de vue-là, une responsabilité essentielle parce qu'elles peuvent jouer un rôle qui sort du cadre purement économique. Et une expression qui a été utilisée au début par Geneviève, c'était l'expression de liberté d'entreprendre, dont les milieux d'affaires parlent beaucoup. Je crois qu'il faut compléter cette notion de liberté d'entreprendre par la responsabilité qui va avec. On ne peut pas, c'est bien de parler de liberté, mais la liberté sans responsabilité, c'est très dangereux et nous en payons les dégâts. Et donc, il faut qu'il y ait une responsabilité et que cette responsabilité soit partagée par le collectif des parties prenantes. Donc, voilà la vision un peu générale que j'aimerais proposer et qui serait bon de faire passer et de mettre en œuvre dans des règles du jeu appropriées. Et sans règles du jeu, malheureusement, il y aura toujours des acteurs qui verront les choses d'une autre façon. Et donc, il est important de changer les règles du jeu pour permettre à cette vision de s'épanouir et de devenir vraiment la vision dominante en un bon sens, c'est-à-dire qui permette à tous de s'épanouir. Merci. Je vais laisser le mot de la fin à Patrick Dumière, qui nous écoute et grâce à qui cette conférence a été rendue possible et qui nous dit la première responsabilité de l'entreprise, c'est de soutenir un lobbying responsable et pas le contraire. Je crois que c'est un beau mot de conclusion. Merci à vous tous, Marc, Jean-Joseph, Amat et Geneviève qui a dû nous quitter et à tous les participants à cette conférence pour ce moment d'échange passionnant. Et puis, à une prochaine fois, nous
l'espérons. Bonne soirée à tous. Merci.